Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi je suis chargé de recherche au sein du laboratoire LENA, c'est le laboratoire d'écologie de Lyon, et on a une équipe qui travaille à l'École nationale des travaux publics de l'État. Et comme on vient de vous le dire, on travaille sur les questions d'impact des pollutions et des aménagements sur les hydrosystèmes, sur les fleuves au sens large. Alors, on va faire un petit... Voilà. Voilà, alors pardon. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la problématique de la pollution de PFAS au sud de Lyon. Je vais commencer par quelques éléments de contexte. On travaille sur la problématique de la pollution de PFAS dans le sud de Lyon, pas depuis hier, depuis 10-15 ans quand même. Voilà, à la suite de la crise liée au PCB sur le Rhône. Il y a un certain nombre de collègues qui ont réalisé des travaux un peu pilotes dans les années 2010. Feu Marc Babu, je ne sais pas si vous connaissez, qui a initié tout un tas de mesures d'INRAE et IRSTEA, anciennement IRSTEA, qui a initié des mesures à la suite dans la crise PCB sur les PFAS, à la fois des mesures sur l'eau, le biote et les sédiments. Donc, c'est des travaux que j'ai participé quand j'étais en postdoc. Et puis, 15 ans plus tard, une enquête journalistique en 2022, en mai 2022, sur France 2, qui a mis en lumière cette problématique, notamment au sud de Lyon, et puis par la suite, un emballement régional, national, par rapport à cette problématique. Et aussi, on peut noter un certain nombre d'articles publiés par un consortium de journaux à l'échelle européenne qui utilisent des données, on va dire, de suivi, mais qui les projettent à l'échelle européenne, notamment eu égard à la qualité de l'eau, eu égard aux PFAS et aux pesticides, qui a fait en sorte qu'on est rentré en 2022 finalement dans une nouvelle crise liée aux polluants organiques persistants, cette fois-ci liée aux PFAS. Alors, voilà. Toutes les études, à un moment donné, même si c'est peut-être pas ce qui ressortira dans les prochaines années, mais ces études pointent la plateforme industrielle de Pierre Bénite. Pourquoi ? Parce qu'elle produit des polymères fluorés, elle n'utilise pas, elle produit des polymères fluorés, et vont donc ainsi manipuler les PFAS. On voit bien ici, là, au sud de Lyon, ici, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, vous avez ici le Rhône, ici la Saône, la Confluence, le port Edouard-Herriot, et puis vous avez cette plateforme industrielle qui est ici, là, avec deux industries qui a priori manipulent beaucoup de grosses quantités de PFAS. Et les données qu'on a par rapport à l'étude historique Arkema, qui est publique, c'est que depuis les années 60, c'est plusieurs dizaines de tonnes de tel ou tel composé qui ont été utilisés dans les processus et surtout rejetés dans le milieu, rejetés directement dans le Rhône, du fait de son fort pouvoir de dilution notamment. Tout ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, les conséquences directes. Ça, c'est une publication qui vient de sortir là dans ES Ventilators par des collègues canadiens qui ont fait des analyses sur une belle quarantaine d'échantillons d'eau avec des eaux souterraines, des eaux de surface, des eaux du robinet, et qui montrent que, en fonction de la future norme exécutoire européenne qui prendra lieu en 2026, sur la somme de 20 PFAS, la majorité des échantillons qui ont été mesurés ne seraient pas considérés comme propres à la consommation dans un certain nombre de pays. Deuxième type de conséquence, c'est le transfert de ces PFAS dans les compartiments biologiques. Ça, c'est encore une autre conséquence. Ici, ça, c'est les travaux de Marc Babu qui avaient été réalisés donc au début des années 2010, où on voit un transfert effectif entre le sédiment, où les PFAS s'accumulent, les végétaux, et ensuite une bioamplification dans la chaîne alimentaire, que ce soit au niveau du gardon, du goujon ou du barbeau fluviatile. Alors nous, ce qu'on a mené, c'est des études sur les sédiments. On a effectué un certain nombre d'échantillonnages début de 2010, où on a mis en évidence
des concentrations importantes à l'aval par rapport à l'amont, avec des concentrations totales qui étaient assez faibles et une grosse proportion de PFSA à l'amont. Une image qui est totalement comparable à ce qu'on peut trouver à l'échelle nationale. Une augmentation des concentrations au niveau du point de rejet, avec une proportion très élevée en PFCA qui intervient au niveau du point de rejet, et à l'aval, des concentrations qui diminuent et qui sont toujours marquées par ces fameuses proportions élevées en PFCA, ce qui a permis aussi de pointer l'industrie à pierre bénite. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais sur le point le plus en aval ici, on a réalisé donc des carottages sédimentaires. Pardon. Donc, en gros, voilà, on est à 36 km du point de rejet. Ici, vous avez une archive sédimentaire qui a été caractérisée et datée, sur laquelle on a réalisé un certain nombre d'analyses de PFAS dessus. Et qu'est-ce qu'on a montré? Donc, on a un enregistrement qui était parti en 2012 et qui s'étalait jusqu'au début des années 80, enfin au milieu des années 80, pardon. Et qu'est-ce qu'on met en évidence? Que finalement, la proportion des PFSA était restée relativement constante dans le temps, tandis que celle liée au PFCA était bien plus importante et a montré de grandes variations temporelles et donc en profondeur. Et c'était notamment le cas des composés à chaîne longue. Qu'est-ce qu'on met en évidence ici? Trois choses assez remarquables au sein de cette carotte. C'est en 85 la construction et l'extension d'ateliers qui produit des polymères fluorés. Donc ça, c'est le début de l'histoire des PFAS, on va dire, dans la région lyonnaise. Une période dans les années 90, où les concentrations PFAS sont critiques, et notamment toujours avec ces PFCA à chaîne longue. Et puis, on a marqué aussi quelque chose d'assez remarquable. Alors, tout ce qui est en jaune et en orange, ce sont les PFAS à plus de 8 carbone. On a changé un changement là, dans la composition des profils de PFAS à ce moment-là, que nous, on a éventuellement mis qu'on a mis en relation avec l'évolution notamment du process industriel et la mise en place d'un nouvel atelier. Tout ça, on le regarde un tout petit peu quand on s'intéresse à la répartition donc, de certains PFCA à longue chaîne. On voit qu'à la base, on va dire à la base de l'enregistrement, on a plutôt du PFDOA et du PFTEDA. Et puis que voilà, début des années 2000, on a un changement ici dans la composition de ces PFAS à chaîne longue. Et on se propose, enfin, on se demandait pourquoi. Autant la composition du haut, c'est-à-dire de ces deux composés-là, était vraiment très compatible avec les données qui nous seront fournies par l'industrie, à savoir que ils ont utilisé du surflon qui était composé de ces deux PFAS-là notamment, tandis que sur l'histoire plus ancienne, on n'a quasiment aucune donnée rétrospectivement sur ces types de rejets. Et puis, on voit quand même que à l'époque, on n'a vraiment pas douté, mais en gros, là, on voit quelque part qu'il y a une sorte d'augmentation à ce niveau-là, ou tout de même un changement, ou tout de même une stabilité qui ne vient pas diminuer. Et à l'époque, on se disait, bon, voilà, ça, c'est comme ça va sûrement diminuer après, etc. Et puis, 10-15 ans après, on est allé refaire des carottages ici. Et puis, finalement, on a le bout de l'histoire récente de ces émissions de PFAS dans le Rhône. Voilà. Alors voilà, là, je vous montre un peu une synthèse de toutes les données qu'on a, mais ça c'est uniquement au niveau de l'agglomération lyonnaise. Après, on en a beaucoup dans le cadre de l'Observatoire des sédiments du Rhône. On travaille beaucoup aussi à Laval, mais ici c'est sur ce cluster géographique, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, voilà, en 2021 et 2022, on a réalisé de nouveaux carottages. Toujours au même endroit, c'est-à-dire 34-36 km plus en aval de la région de Lyon. Un autre tout à fait en amont, sur le Rhône amont. Et puis un autre sur la Saône, juste à l'aval d'une ancienne usine qui utilisait des PFAS qui utilisait des PFAS pour des revêtements d'aluminium, notamment pour des poêles. On a réalisé de nouvelles analyses, près de 70 réparties sur les 3 carottes. Et puis, grâce à ces trois nouvelles carottes, on a des tendances
qui documente les années 80, jusque dans les années 80 dans le Rhône et jusque dans les années 50 dans la Saône. On a une archive sédimentaire ici qui est exceptionnelle quand on est à proximité d'un fleuve. Et donc, on a une très, très belle histoire au niveau de ce site-là, mais aussi sur les autres sites. Alors, je vais vraiment pas tarder à vous donner les principaux résultats. Voilà, ça, c'est des nouvelles données qui ont été acquises donc l'année dernière. On a ici le Rhône amont, ici la carotte de la Saône et ici la carotte du Rhône aval. Bon, tout de suite, je vous disais que l'augmentation qu'on voyait au départ, en fin de carotte, enfin en début de carotte précédente, eh ben, on a la fin de l'histoire ici. Voilà, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on a des niveaux de contamination qui sont bien sûr bien plus élevés en aval de Lyon, on est quasiment à x10, hein, et aussi sur la Saône, parce que là, on est vraiment à l'aval d'une industrie. Voilà, on est x10, on a bien sûr une plus grande diversité de composés à l'aval de Lyon. Quand on compare déjà les niveaux de concentration, on est ici sur la ligne maximale de ce qu'on a à l'amont de Lyon, et maximale ici, donc on comprend bien qu'il y a vraiment une augmentation liée à la métropole et au couloir de la chimie. Et puis, ce qui était assez surprenant, c'était cette phase ancienne de contamination qu'on avait sur la Saône. Et si on s'intéresse aux différents types de composés qui ont été analysés, là, sur la Saône, on est quasiment exclusivement composé de précurseurs du PFOS sur ce site-là, en termes de composition. Ce qui n'est pas le cas donc, sur le Rhône à l'amont de Lyon, où là, on a une composition qui est proche de ce qu'on peut retrouver dans les sédiments, on dirait, à l'échelle nationale. Et puis, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est au sud de Lyon, à l'aval de la plateforme de Pierre-Bénite. Donc, on a bien senti qu'on pouvait, notamment en analysant de manière assez fine tous les composés qui étaient présents, on a tout de suite compris qu'on pouvait avoir affaire ici à une véritable histoire des rejets de l'industrie dans cette zone-là, en allant beaucoup plus en détail dans l'analyse de cette carotte. C'est ce que je vais faire là juste maintenant. Alors ça, c'est un peu nouveau, mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Ici, vous avez la profondeur de la carotte, l'âge qui a été déterminé donc, par des méthodes de datation de cette carotte. Et puis, vous avez l'évolution de chaque composé, des concentrations de chaque composé au sein de la carotte. C'est-à-dire que plus on est jaune, plus ce composé-là va être concentré, et plus on est bleu foncé, moins il va être concentré. Donc, on a une évolution verticale et temporelle de chacun des composés qu'on a ici, ce qui nous a permis donc de mettre en évidence plusieurs profils de contamination qui évoluent en fonction du temps. C'est ce qu'on fait ici. Je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans tout ce détail-là, mais en gros, on a 5 zones. On a une première zone ici dans les années 70-80 avec principalement des précurseurs du PFOS. Ensuite, une zone numéro 2 ici avec beaucoup de PFOS et d'acide sulfonique. Et puis, à partir du milieu des années 90 jusqu'au début 2000, là, on a nos fameux acides carboxyliques à chaîne longue qui interviennent, alors avec du PFOA, du PFDA, et puis des chaînes qui sont très, très longues ici. Et puis ensuite, au début des années 2000, on va avoir encore des chaînes longues, mais pour le coup, des différents de précédemment. C'est ce shift entre ce profil-là et celui-là qui nous fait penser qu'il y a eu lieu à ce moment-là un changement dans le process industriel. Ils ont utilisé quasiment le même type de composé en termes de nombre de carbone, mais ils ont switché d'un ampère à impair ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, très récemment, on a des PFAS, on va dire à courte chaîne là, qui piquent, depuis 2018. En gros, l'histoire des PFAS sur l'Rhône, elle est longue, et notre exposition, elle est aussi très longue. Et quand on dit oui, c'était mieux avant, moi, je suis pas tout à fait sûr. En tout cas, en termes de niveau de concentration. Voilà, tous ces assemblages-là, ils nous permettent d'identifier des phases de contamination. Et là, on travaille maintenant sur ces fameuses phases de contamination et dans des analyses qu'on appelle d'attribution. C'est quelque chose d'un peu nouveau où on va, grâce à un faisceau de preuves, attribuer telle ou telle composition, telle ou telle phase de pollution à un événement ou à une source. Donc là,
nous, on a nos compositions, voilà, les premières, là, c'est nos précurseurs PIFOS, que là, on peut assez facilement, mais on met encore un point d'interrogation, mettre en lien avec le traitement d'aluminium dans l'ancienne usine Tefal de Tournu. Et puis après, on a nos deux phases de carboxylate à chaîne longue. Non, alors pardon, excuse-moi. D'abord, il y a la phase PIFOS, éventuellement qu'on peut interpréter comme étant lié à l'incendie du port Édouard Herriot ou à des ateliers sur la plateforme de Pierre-Bénite. Mais là, on se confronte à un manque de données pour l'instant, hein, à la fois de la composition des mousses et à la fois de la composition des rejets industriels. Par contre, pour les deux autres phases, on a une évolution des PIFOS. Je n'ai pas dit, mais les trois courbes, c'est les trois carottes qu'on a analysées. En bleu, c'est la carotte de la Saône. En vert, c'est la carotte du Rhône à Laval de Lyon. Et en jaune, là, c'est la carotte à l'amont. Donc, carotte à l'amont, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais en tout cas, sur celle qui est à Laval de Lyon, ici, on voit bien les ateliers sur la plateforme de Pierre-Bénite. Et tout ça, c'est compatible avec la production du PVDF, hein, d'un polymère fluoré. Et on coïncide en termes de bande temporelle. La composition est mal encore renseignée, on n'a pas toutes les informations de la part de l'industriel. Par contre, quand il s'agit de la dernière phase de pollution ici, qui s'est étalée du début des années 2000 à la 2017, là on est beaucoup plus sûr pour un cas d'attribution de cette pollution. C'est-à-dire que là, on avait un atelier sur la plateforme de Pierre-Bénite qui utilisait des composés dont du surflon. Et ce surflon, on connaît très bien sa composition qui nous est donnée par l'industrie elle-même. Hein, et ça fit complètement avec la plage temporelle d'utilisation de ce composé-là et puis aussi en termes de composés. Et en plus, on a d'autres arguments comme donc l'étude historique Arkema. On a un autre argument, c'est une étude de l'ANSES qui a été menée sur les poussières et les sols sur la plateforme qui ont donc des composés qui sont complètement compatibles avec l'utilisation du surflon et qu'on retrouve dans nos carottes. Et puis aussi une nouvelle étude sol de Sébastien Souvé, de l'Université de Montréal, qui a montré exactement la même chose, c'est-à-dire que les poussières qui sont émises de Pierre-Bénite et qui se déposent sur les sols sont caractérisées par ces fameux carboxylates à chaîne longue et les mêmes composés que l'on retrouve dans nos carottes. Dernière information sur les composés fluorés réglementés, ceux-là, hein, le PIFOS, le PFOA, le PFHXS. Donc ça, ce sont trois composés qui ont été réglementés progressivement, hein, bien sûr. Quelles sont les tendances dans les carottes par rapport à ces composés? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'effectivement, on a une amélioration générale des niveaux de contamination eu égard à ces composés-là. On a une crise d'épiphase qui débute en 2022, qui est bien tardive par rapport aux émissions maximales. Et on a des tendances en PFAS, en tout cas pour ceux-là, qui sont globalement peu influencés par les réglementations. En gros, les baisses sont toujours amorcées bien en amont des réglementations. On en revient à la discussion qui avait lieu juste avant. Voilà, quelques conclusions et implications de ce travail. Donc, ce qu'on constate quand même, c'est que la tendance générale est à la baisse, que la situation est certes très préoccupante, mais qu'en gros, la tendance générale est à la baisse. On a une véritable imprégnation, alors j'en ai pas parlé, mais des populations là-dessus qui s'organisent entre eux justement dans des observatoires de santé à l'échelle de la ville de Lyon pour pouvoir justement essayer de déterminer si les causes de telle ou telle maladie sont liées à l'exposition au PFAS, ce qui est vraisemblablement le cas pour les populations qui vivent à proximité immédiate du site. Ça, c'est les premiers résultats qui commencent à sortir. Le biote est aussi largement imprégné, interdiction de consommation du poisson, alors pas pour les PFAS mais pour les PCB, mais bon, c'est un peu la même chose. Quand vous mesurez quelque chose dans un organe de poisson, vous voyez tout de suite que les concentrations sont énormes. Et quels sont les effets associés de tout ça? Donc là, ça rejoint la présentation de ce matin. Moi je pose souvent la question, c'est quid de l'élimination de ces substances suite à une baisse d'exposition? On a eu quelques éléments de réponse par rapport au temps de demi-vie de tel ou tel composé dans l'organisme. Les PFAS à longue chaîne, elles sont très persistantes dans les sédiments, dans les sols, dans les eaux souterraines. Donc là, c'est vraiment un problème qui est à long terme.
Je travaille beaucoup avec la CNR qui ont des opérations de restauration du cours d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on vient redonner un espace de vie au cours d'eau en cassant des digues, en cassant des épis Girardon. Et là, à chaque fois, on se pose la question des PCB, bien sûr, mais aussi des PFAS. Est-ce qu'on ne va pas, pour faire le bien, faire le mal finalement? On ne va pas casser, relarguer des sédiments qui vont ensuite contaminer. Donc là, c'est un jeu de balance et a priori, la restauration écologique gagne quand même parce que le Rhône a quand même un fort pouvoir de dilution et que les concentrations, on va dire, on n'est pas à 100 microgrammes par kilogramme de partout, tout le temps, etc. Mais ce genre de questions se pose actuellement très, très fortement. Tout ça, bien sûr, c'est un défi pour les filières de production d'eau potable. Ça, vous le connaissez. Pour les filières de l'organique, vous êtes bien là pour le savoir. Et puis aussi un défi pour l'alimentation. On parlait beaucoup d'alimentation. Les premières études qui remontent là-dessus, c'est que les végétaux sont a priori beaucoup moins contaminés que tout ce qui a des tissus graisseux, le poisson, la viande, tous ces trucs-là qui vont concentrer via les masses graisseuses les PFAS. Et puis quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce qu'on travaille aussi un peu avec des sociologues qui travaillent sur ces fameuses crises, il y a toujours une déconnexion de cette crise avec les niveaux de concentration qui sont mesurés dans le milieu. Ces niveaux de concentration qui sont mesurés dans le milieu, elles sont pour la plupart du temps disponibles, comme cette information elle est disponible, elle est publique, mais jusqu'à ce qu'il y ait des journalistes qui s'emparent de la question, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, deux petites recommandations. Renforcer la réglementation des rejets aqueux en installation classée. Ça, c'est, en tout cas, on va dire que côté préfecture Rhône et surtout Dréal, service de l'environnement, ils ont réalisé, on va dire, ils ont pris des décisions bien avant la réglementation à l'échelle nationale. Ils ont fait arrêter quasiment, là, on en parlait tout à l'heure, depuis le début de l'année, Arkema rejette quasiment plus rien maintenant. Ça, c'est des injonctions de la préfecture directement sur l'industriel. C'est pas l'Europe ni même au niveau national que ça se fait. Donc ils ont quand même beaucoup travaillé en amont en lien avec l'industrie. Et puis bannir cette famille ou contrôler strictement sa production à certains composés encore essentiels, sachant qu'il y a encore aussi beaucoup de substitutions possibles. Voilà. Donc, je tenais à remercier Elie Diver, avec qui je travaille pas mal sur toutes ces choses-là qu'on fait en ce moment. Voilà, je vous remercie et merci pour l'invitation. J'avais une question. Vous avez parlé à un moment donné du port Édouard Herriot. Oui. Vous n'avez pas de carottes sur ce site particulier? Si, alors moi j'en ai pas mal, mais en fait on n'avait pas analysé les PFAS à l'époque parce que c'était pas la. Mais si, ouais, j'en ai. Après, voilà, elle date d'environ 2012, donc si ça vous intéresse, je peux vous donner des échantillons, mais là. Non, par contre, c'est une question par rapport aux molécules que vous mesurez, parce qu'il y a toujours cette question de cet incendie, de quel impact il peut avoir. Ouais. Et donc sur les fluorotélomères justement dont vous parlez à un moment donné, ce serait intéressant de voir si un des types de données qu'on aimerait bien avoir, c'est la composition des mousses anti-incendie. Ceux qui ont été utilisés en 85 à ce moment-là. Parce qu'ils utilisaient beaucoup d'acide sulfonique, de ce que j'ai commencé à lire à ce moment-là. Après, ils utilisent de tout. Mais dans les années 80-90, c'était encore pas autant développé, etc. Et c'est assez rangé. Et ça, c'est vraiment vous faites l'avocat du diable par rapport à l'industrie. C'est vraiment leur argument, ça. J'aimerais bien qu'on ait un contre-argument. On est complètement d'accord. En fait, c'est une des questions qui est soulevée systématiquement. Mais les mousses, les produits spécifiques des mousses permettront de. Ouais, après, alors, moi, ce qui m'a rassuré totalement par rapport à ça, je suis très à l'aise. C'est par rapport à cette pollution sur fond où là, c'est vraiment carré. Là aussi, ça l'est. Ici, ça avait peut-être un petit peu moins. Ouais, effectivement, le PFOS, je sais qu'il n'a jamais quasiment a priori été produit sur la plateforme. Donc, ça peut poser question, effectivement. Oui. Et les analyses que vous avez réalisées sont toutes des analyses récentes. On a parlé tout à l'heure des matrices. On avait bien découvert des méthodes d'analyse sur les différentes matrices. Oui. Vos analyses correspondent à ces dernières méthodes ou est-ce que c'est Alors, pour les données historiques, là, je n'ai peut-être pas été hyper clair, mais en tout cas, pour ces données historiques-là, vous voyez, il n'y a pas trop de détails.
Après, quand on a fait ça, franchement, on ne savait pas du tout qu'on allait rentrer dans cette crise PFAS, etc. Là, il y a quand même un niveau de détail. Et là, on a travaillé avec le laboratoire CNRS EPOC à Bordeaux, qui travaille sur les PFAS depuis quasiment le même temps. Donc ça, c'est des données de recherche avec des limits of reporting. C'est même pas des LOD, c'est des LOR qui sont hyper basses. Et pour lequel vu les gens qui font ça, c'est leur métier, ils sont chercheurs. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça, ces nouvelles données-là, ça, c'est des données du laboratoire Laberca Oniris à Nantes. Ça a été mesuré en 2024. Donc là, on est tout à fait sur les mesures actuelles en ciblé. Puis quand on regarde, vous voyez la liste là qui est proposée, avec en grisé la liste des composés qui n'ont jamais été détectés. Bon, bah, là, on a une belle assurance, une belle qualité d'analyse, avec des LOD qui sont très très basses pour une matrice solide. Alors, quand on parle de traitement de sol, il y a plusieurs méthodes. Soit on fait un traitement in situ. Donc, le traitement in situ peut soit faire intervenir de l'extraction, comme on a mentionné ce matin avec les fluides non newtoniens, soit l'immobilisation. Donc, il y a des techniques à base d'utilisation de charbon actif ou de techniques d'immobilisation. Après, il y a la technique plus radicale qui est l'excavation et la mise en centre d'enfouissement. Et après, quand on parle de l'eau, on parle d'eau souterraine. Mais quand on regarde un sol, il y a une zone saturée, une zone non saturée. Et la zone non saturée est plutôt connue comme un réservoir de composés perfluorés lorsqu'il y a contamination. Donc, on doit appliquer une méthode spécifique au sol. Pour l'eau souterraine, on peut la pomper, la traiter sur site et la réinjecter si on a une méthode qui permet d'éliminer les composés perfluorés. Donc, on va avoir des approches différentes.